Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui pour ce webinaire Comment sécuriser l'accès à vos applications cloud. Je me présente, Maxime Carsanti, consultant en vente et marketing M chez Vidian. Je serai votre hôte aujourd'hui. À savoir que cette session est enregistrée et sera mise par la suite à disposition à la demande. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans le chat et nous y répondrons avec plaisir à la fin de cette présentation. Je suis accompagné aujourd'hui par Edine Aznadar, Product Manager IDaaS chez Evidian, qui vous présentera ce webinaire. Donc, dans une première partie, nous ferons une introduction à la sécurité des applications cloud, suivie des défis de la gestion des accès. Edine vous présentera ensuite notre solution IDaaS, avant de voir les avantages et fonctionnalités clés. Nous ferons ensuite un tour des étapes pour sécuriser l'accès avec IDaaS et une démonstration pratique de la solution. Nous finirons ensuite par la session de questions et réponses. Edine, c'est à toi. Merci Maxime pour cette introduction. Bonjour à tout le monde et bienvenue à tous à ce webinaire autour de comment sécuriser l'accès à vos applications cloud sensibles. Donc tout d'abord, je me présente, je m'appelle Edine Aznadar, je suis le Product Manager de notre offre IDaaS et cela fait 9 ans que je suis chez Evidian. Donc, hop, tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Evidian, nous sommes un éditeur de logiciels français autour de la gestion des identités et des accès au sein d'une entreprise. Nous proposons divers logiciels aussi bien autour de la gouvernance des identités euh, que la gestion des accès des utilisateurs, ainsi que des logiciels autour de la haute disponibilité ou du failover qui permettent d'assurer la haute disponibilité de nos solutions. euh, donc, nous proposons des solutions qui proposent le single sign-on, aussi bien enterprise single sign-on que le web single sign-on, que des authentifications fortes pour l'ouverture de sessions de l'utilisateur sur leur PC, leur ordinateur de bureau. Euh, Historiquement, nous proposions des solutions qui étaient installées on-premise dans les environnements clients. Depuis quelques années, 4 ou 5 ans, nous avons diversifié notre offre et maintenant nous proposons notre offre IDaaS qui est à ce service, qui est installé, géré par nos équipes dans le cloud. Mais notre solution peut aussi être en managed services installés dans d'autres clouds. Nous avons plus de 900 clients au travers du monde. Nous sommes présents sur pratiquement tous les continents, que ce soit en Europe, au Japon, aux USA, en Amérique, en Afrique. Nous avons plus de 5 millions d'utilisateurs professionnels au travers du monde. Tout au long de ces 25 ans d'existence d'Evidian, nous avons fait des partenariats technologiques ou d'interopérabilité avec diverses solutions présentes sur le marché, euh, que ce soit des OS, que ce soit des partenariats technologiques afin de améliorer notre offre et toujours être plus connecté avec d'autres systèmes. Nous sommes aussi présents dans les différents rapports d'analystes, que ce soit Gartner ou ISG, et nous avons aussi obtenu le label France Cyber Security Produit, qui est délivré par Nancy. Donc, pour rentrer dans le sujet de notre webinaire d'aujourd'hui, pourquoi est-ce important de protéger nos applications cloud? Pourquoi la sécurité de ces applications cloud est-elle cruciale? Tout d'abord, parce qu'il y a une augmentation des cyberattaques sur les environnements cloud. Ces applications qui sont disponibles euh, depuis n'importe où, à n'importe quel moment, qui sont déployées dans le cloud, peuvent être cibles des hackers, des personnes malveillantes qui essayent de se connecter sur ces applications depuis n'importe où. Donc, et ces attaquants, ces personnes malveillantes veulent nuire à l'entreprise. Donc, c'est pas forcément récupérer des données pour pouvoir ensuite les vendre, mais un simple déni de service sur une entreprise, ça peut avoir des conséquences extrêmement grandes. Qui dit
multiplication d'applications sensibles dans le cloud dit stockage de données de ces informations critiques dans le cloud. Et ces informations, elles doivent être protégées de manière vraiment très critique. Donc, on peut passer par du chiffrement, par des HSM externes, mais pour être conforme aux normes, que ce soit RGDP en Europe ou le CCPA aux USA en Californie, la protection de ces données, des données utilisateurs, elle doit être prise au sérieux et ça peut être très dangereux et ça peut nuire vraiment à l'image de l'entreprise si ces données se retrouvent sur le dark web ou s'il y a une fuite des données clientes ou des informations sensibles. Donc, d'après Zenal, pourquoi il faut prendre dès maintenant ces accès sur les applications cloud? C'est parce que de toutes les prévisions des différents analystes, le déploiement des nouvelles applications à partir de 2025, ces nouvelles applications, à 95% vont être déployées dans le cloud. Donc, il faut qu'on pense sécurité avant de déployer des nouvelles applications. Et de l'autre côté, le coût moyen d'une fuite de données ou suite à une attaque, il a été estimé à 4,45 millions de dollars par IBM. Donc, on voit que les entreprises se retrouvent vraiment à gérer ces deux types d'applications, qu'elles soient encore, donc on est dans un mode hybride. Il y a des applications encore on-premise et de plus en plus d'entreprises qui déploient des applications dans le cloud. Donc, on est entre les deux mondes et il faut vraiment penser à sécuriser ces applications qui peuvent nous coûter très cher. Les applications dans les entreprises sont plus difficilement atteignables par les attaqueurs, par les hackers. Donc, il faut prendre ces applications cloud, il faut vraiment les protéger de manière extrêmement vigilante. Quelques chiffres sur ces attaques, sur les vulnérabilités. 80% des attaques sont liées à une compromission de l'identité. Par une façon ou une autre, les attaquants ont obtenu des informations sur les comptes à privilèges ou qui ont beaucoup de privilèges ou moins, mais en tout cas, elles concernent vraiment à 80% des cas sont liés à cette fuite de données de login password qui a été récupérée sur le darknet. Ensuite, seulement 20% concerne les droits d'accès, c'est-à-dire qu'un utilisateur se retrouve avec plus de droits qu'il ne devrait avoir pour ses applications. Selon Verizon, encore, 68% des intrusions ont eu pour une cause un élément humain, c'est-à-dire soit une erreur de configuration, soit une utilisation abusive, des droits qui nous ont été accordés sans qu'on ait droit. Donc, c'est vraiment l'humain, il est au centre de la protection et de la cybersécurité de toutes ces applications parce que c'est vraiment le point faible d'un SI. On peut mettre en place toutes les mesures. Si on ne forme pas, on ne sensibilise pas nos utilisateurs, bah, on va se retrouver avec des problèmes liés à des identités. 95% des entreprises ont été confrontées à des violations d'identité, selon l'IDSA. Pourquoi? Parce que les utilisateurs de nos jours utilisent leurs adresses mail, parce que dans le cloud, c'est un attribut qui est vraiment commun et c'est un identifiant qui est utilisé dans beaucoup d'applications, c'est l'adresse mail. Donc, les utilisateurs se permettent d'utiliser une adresse mail professionnelle pour s'inscrire à des applications, pour avoir accès, que ce soit dans le cadre de leur travail ou pas d'ailleurs, ils utilisent leur adresse mail pro afin de s'inscrire sur ces sites. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est que ces mêmes utilisateurs vont réutiliser le même mot de passe sur les différentes applications. Utilisation du même login avec le même mot de passe sur plein d'applications, ça nous conduit inévitablement à une compromission d'une application et en chaîne de cascade, les personnes peuvent avoir accès à nos différentes applications. 50 plus d'une entreprise sur deux s'inquiète de ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'utilisation des identifiants
professionnels à des fins privées et ainsi pouvoir réutiliser le mot de passe qui est censé être fort au sein de l'entreprise sur des applications ou sur des réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment, il faut trouver le bon compromis afin d'interdire aux utilisateurs de divulguer leurs identités professionnelles et de les publier sur Internet. Et 82% des failles de sécurité concernent les données dans le cloud, comme je le disais tout à l'heure. Plus facile d'accès parce que forcément, qui dit cloud dit que les applications peuvent être accédées à tout moment de la journée et par tout le monde euh, parce qu'elles sont publiques et parce que c'est leur but de pouvoir être disponible à tout moment. Donc, ces applications présentent vraiment des schémas d'attaque pour les personnes malveillantes. Comme nous le démontrent les attaques récentes, il n'y a personne qui est épargné. Ça peut être des entreprises du gouvernement, France Travail qui a été ciblée d'une fuite de données, ça peut être le milieu hospitalier ou encore des géants sur de l'identité et des accès qui ont été, encore une fois, euh, attaqués, piratés. Si on regarde un petit peu l'attaque, bah, ça a été une compromission d'un compte à privilège d'un utilisateur, password fatigue, où on a envoyé plein de notifications, et les personnes malveillantes ont réussi à se connecter à leur environnement. Encore une fois, c'était l'humain qui était au centre de cette attaque. Ici, c'est juste pour présenter que peu importe le domaine d'activité de l'entreprise, peu importe la taille de l'entreprise, on peut être sujet à des attaques de malveillance de la part de ces personnes. Il y a pas ce ne sont pas seulement les grandes compagnies ou des compagnies qui ont beaucoup de moyens qui sont ciblées par les personnes malveillantes, mais on peut se rendre compte dans ces chiffres que petite, grande, moyenne entreprise peut être sujette à des attaques et ces attaques peuvent avoir des conséquences désastreuses à ces entreprises. Imaginons une PME donc, qui se verrait fuiter ses prix d'achat, ses prix de revente à ses clients, ou que les commerciaux ne puissent plus accéder à la tarif des prix pratiqués dans l'entreprise, que le système sera bloqué, bah, c'est tout le business de l'entreprise qui est impacté et l'entreprise peut vraiment se retrouver en très grande difficulté pour s'en sortir déjà de cette crise. Et puis bah, derrière, pour regagner les clients qu'elle aurait perdus pendant cette période d'indisponibilité. Maintenant, si on parle des challenges que les entreprises font face au jour d'aujourd'hui, bah, c'est qu'il y a des nouveaux usages au sein des entreprises, que ce soit le travail à domicile, que ce soit le télétravail, que ce soit depuis l'entreprise, depuis les aéroports, peu importe, l'outil qu'on va utiliser, nos employés, ils veulent pouvoir travailler à tout moment de la journée depuis n'importe où. Donc, on est ce qu'on appelle entreprise-less. Donc, nous ne sommes plus cantonnés à l'entreprise depuis le réseau d'entreprise avec les différents moyens de protection de l'entreprise. C'est vraiment que les utilisateurs sont nomades et ils veulent pas travailler depuis leur smartphone, depuis le bus. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en considération. C'est qu'il faut protéger ces applications depuis de partout. Non seulement depuis l'entreprise, mais depuis les nouveaux lieux de travail de ces utilisateurs. Comme je le disais, il y a aussi un nouvel IT, c'est-à-dire les applications peuvent être déployées dans le cloud, peuvent être déployées on-premise. On permet à des partenaires, à des clients, à des prestataires à se connecter à notre SI, à se connecter à nos applications sensibles. Et du coup, bah, il faut pouvoir protéger d'une manière efficace toutes ces informations sans être trop contraignant envers les utilisateurs. Pourquoi? Parce qu'un utilisateur, si on lui propose d'utiliser
un VPN avec des mots de passe qui font 50 caractères et qui sont vraiment sécurisés, bah, ça va pas être l'utilisateur ne va pas s'adapter à cette protection. Donc, il faut vraiment trouver le bon compromis entre une interface utilisateur vraiment facile et agréable et la productivité de l'utilisateur. Parce que sinon, tant que l'utilisateur n'adhère pas à ces nouvelles façons de travailler, bah, c'est compliqué à proposer et à améliorer les authentifications. Donc, il y a un intérêt grandissant pour la fédération des identités en 2024, c'est-à-dire un identity provider, un fournisseur d'identité où les identités des utilisateurs vont être centralisées, que ce soit nos employés, que ce soit nos partenaires, que ce soit nos prestataires. On va les gérer en un et un seul unique lieu et on va leur donner accès à telle ou telle application. Il n'y a pas besoin de gérer beaucoup de comptes de ces utilisateurs. Autre chose qui est important de prendre en compte, c'est le nombre grandissant des comptes qu'un utilisateur, qu'un employé puisse avoir dans une entreprise. En moyenne, nous avons à peu près accès à une quarantaine d'applications par utilisateur lorsqu'on travaille. Et dans les nouvelles identités, il ne faut pas oublier les comptes des machines qui peuvent être amenés à se connecter à des applications. Donc, tout ce beau monde, il faut savoir le sécuriser. Et on va le sécuriser en proposant de la MFA pour commencer, en proposant des authentifications dites passwordless, c'est-à-dire sans mot de passe, en proposant des authentifications contextuelles, des accès externes en dehors de l'entreprise ou des accès lorsqu'on est en interne de l'entreprise. Donc tout ça, ça rejoint le principe du zéro trust et qui est un long chemin et les entreprises ne peuvent pas arriver en simple claquement des doigts. Mais il faut bien commencer à sécuriser ces accès quelque part. Et en général, ce qui est le plus facile à mettre en place, c'est vraiment cette authentification forte ou multifacteur pour commencer à sécuriser les accès. Donc, à date, une entreprise sur deux a implémenté du MFA. Ça va dans le bon sens. De plus en plus d'entreprises essayent de rajouter, de ne pas se limiter au champ simple login password, mais de rajouter de nouvelles méthodes d'authentification. Ça va dans le bon sens, pas assez. On aimerait bien que tous les accès à toutes les applications passent en MFA. Ce n'est pas simple. C'est un grand travail à faire, à sensibiliser, à démontrer auprès de nos utilisateurs. Mais je pense qu'on va y arriver et d'arriver à cette utilisation passwordless pour accéder à l'ensemble de nos applications. D'ailleurs, tous les analystes, que ce soit chez Gartner ou KuppingerCole, nous incitent à aller vers ce mode dit passwordless parce que le password, de toute façon, c'est le premier et c'est la chose la moins sécurisée. Malheureusement, encore, il y a du chemin à faire, mais tous ces analystes nous poussent à aller vers du passwordless. Donc, pour résumer, le challenge de l'IAM d'aujourd'hui, c'est avoir ce que j'appelle les principes des 4 R, c'est-à-dire la bonne identité, s'assurer que c'est bien la bonne personne qui est derrière la demande d'authentification, d'identification et d'authentification, en lui proposant les authentifications multifactorielles ou des authentifications fortes. Ensuite, proposer une authentification unique, c'est-à-dire avec une seule authentification forte, permettre à l'utilisateur d'accéder à ces différentes applications auxquelles il a besoin d'accéder et travailler. C'est-à-dire, on ne va pas se retrouver avec la réutilisation du même mot de passe sur X application, même si ce mot de passe il peut être fort, mais en proposant une authentification multifacteur à ces utilisateurs, ils n'ont plus à se soucier de ce mot de passe pour accéder à leurs applications
moderne qui utiliserait le protocole SAML ou le protocole OpenID Connect, mais c'est vraiment, on va dire, commencer par là, s'assurer de la bonne identité de la personne. Les bonnes raisons. Voilà. L'accès à telle ou telle application, il doit être justifié, on doit se voir attribuer les bons droits, les bonnes choses, mais sur justification. Pourquoi tel utilisateur doit accéder à telle application? Naturellement, vient l'autre chose, c'est le bon accès. C'est le principe du moindre privilège et des contrôles d'accès granulaires. Montrer que l'utilisateur accordait à l'utilisateur seulement les droits dont il a effectivement besoin d'avoir pour pouvoir amener à bien son travail. Ça ne sert à rien de lui accorder trop de droits, des droits administrateurs alors qu'il n'en a pas besoin pour effectuer ses tâches. Et la dernière chose qui serait bien et qu'il faut essayer de mettre en place, c'est le bon moment. C'est l'approche just in time, c'est-à-dire seulement au moment où j'ai besoin de travailler, d'accorder les droits. Si on accorde des privilèges à des utilisateurs, des droits exceptionnels pour pouvoir mener à bien son projet, c'est bien de mettre des dates d'expiration automatique de ces droits parce que on sait que si on accorde un droit à quelqu'un pour un projet défini, c'est très rare qu'on pense à lui retirer ce droit lorsque le projet il est fini. Donc, ce sont pour moi les 4 R qu'on devrait essayer de mettre en place pour protéger les identités et les accès. Donc, bonne identité, bonne raison, bon accès et au bon moment. Maintenant, qu'est-ce que l'IDAS? L'IDAS, ou Evidian Access, Evidian IDAS, c'est une identité à ce service, est une solution complète de la gestion des identités et des accès qui aide les entreprises à sécuriser l'accès aux applications web. Donc, c'est une solution qui est déployée dans le cloud et qui nous offre les fonctionnalités suivantes. C'est multifacteur authentification. On propose des authentifications fortes qu'on verra par la suite un peu plus en détail. On propose le single sign-on sur des applications sur les applications modernes qui utilisent le protocole SAML ou OpenID Connect. C'est une solution qui permet la gestion des identités et de la gouvernance autour des identités. Tout le cycle de vie de l'utilisateur depuis son arrivée, mutation jusqu'à son départ. On va lui accorder les bons droits, les bons accès, ou au contraire, on va lui supprimer les droits lorsqu'il va changer d'organisation ou est-ce qu'il va quitter l'entreprise. Et ensuite, on propose un outil d'analytics qui me permet de faire la surveillance du reporting et des dashboards, à savoir qui a accédé à quoi. Donc, concrètement, ce sont les 4 grandes briques de la solution Evidian IDAS. La gestion des identités, gestion centralisée des identités des utilisateurs, comme je le disais avant, depuis l'arrivée de l'utilisateur, lui accorder les bons droits sur les bonnes applications jusqu'à son départ de l'entreprise où on va automatiquement lui supprimer tous ses accès, tous ses droits et ainsi on va s'éviter qu'un utilisateur y revienne pour se connecter à des applications alors qu'il n'a plus le droit d'accéder à ces applications. L'authentification multifacteur ou authentification forte, cela nous permet d'ajouter une couche de sécurité supplémentaire en exigeant plusieurs formes d'authentification, c'est-à-dire quelque chose que je connais, quelque chose que je possède et quelque chose que je suis, qui nous permet de réduire le risque des accès non autorisés. Même si mon mot de passe il est compromis, si on additionne avec une autre authentification derrière avec notre smartphone, avec une clé FIDO, avec un certificat, avec peu importe. Donc, on réduit le risque lié à la fuite du mot de passe de l'utilisateur. Le single sign-on, comme je l'ai dit, une fois qu'on s'est authentifié d'une manière extrêmement forte, cela nous permet d'accéder à plusieurs applications pour
Et donc, l'expérience utilisateur, elle est plus fluide, plus simple. Ça réduit le nombre de mots de passe que l'utilisateur ait à connaître. Et surtout, ça permet de réduire la réutilisation du mot de passe de l'utilisateur qui devient le point critique pour accéder à ces applications. Notre solution Monitoring Analytics, elle permet de faire du monitoring et rapport de sécurité. On surveille les accès des utilisateurs. On peut sortir des rapports qui a accédé à quelle application, comment l'utilisateur s'est authentifié pour accéder à cette application. On peut détecter s'il y a eu énormément de changements de mot de passe de l'utilisateur dans les 30 dernières minutes. C'est que peut-être que ce compte euh, et- et a subi un brute force, c'est qu'on essaye de récupérer un mot de passe en générant de la password fatigue ou autre chose. Mais en tout cas, on est capable de voir ces choses dans des dashboards ou dans les rapports qui sont prédéfinis. Et ensuite, Analytics nous permet d'être vraiment conforme aux différentes exigences réglementaires qui seraient la RGTP pour notre solution qui serait déployée en Europe. Donc, je suis passé rapidement sur les fonctionnalités de notre solution IDAS, qui est très riche et qui permet de faire pas mal de choses autour de la gestion des identités et des accès. Maintenant, quels sont les avantages d'une solution IDAS par rapport à une solution on-prem? Donc, tout d'abord, c'est la réduction des coûts et de la complexité. Les entreprises, ils n'ont pas besoin d'investissement que ce soit dans les machines, dans les serveurs, investir dans la formation de leurs administrateurs. Euh, Tout est fourni par le fournisseur de la solution à ce service. La maintenance et la mise à jour, qui sont très importantes pour la sécurité, qu'on verra juste après. Tout est fait par les équipes d'Evidian ou par d'autres fournisseurs. Et ça permet d'avoir des serveurs et des solutions qui sont constamment mises à jour et ainsi éviter les failles de sécurité. Le cloud permet aussi la scalabilité et la flexibilité, c'est-à-dire la mise à l'échelle pour répondre aux besoins croissants de l'entreprise. Les tailles de serveurs peuvent être rapidement adaptées aux besoins de l'entreprise. Si on intègre plus d'applications, les serveurs automatiquement, s'il y a plus, leur taille va être augmentée ou diminuée. S'il y a plus de trafic, on va pouvoir vraiment s'adapter un peu à l'augmentation de l'entreprise. Donc, on peut très facilement s'adapter. Le besoin peut être très rapidement pris en compte en fonction de l'ajout des nouvelles utilisateurs, intégrer des nouvelles applications, des nouvelles entités ou lorsqu'il y a un achat d'une nouvelle entreprise ou d'une nouvelle entité, elle peut être très facilement raccordée dans notre solution et ces utilisateurs peuvent commencer à travailler rapidement en utilisant une solution IDAS. Comme je le disais, on augmente le niveau de sécurité parce qu'on bénéficie des technologies de pointe, on pratique de sécurité, euh, on réduit les risques liés à la gestion des identités, on réduit les risques sur des mauvaises configuration, manipulation de la part des administrateurs qui ne sont pas forcément formés à l'utilisation de la solution. Donc, tous ces risques de mauvaise configuration qui peuvent ouvrir des failles de sécurité sont comblés par les bonnes pratiques fournies par nos équipes Ops, DevOps, qui permettent d'augmenter le niveau de sécurité face à dans un IDAS. Et ensuite, cela aide aussi à respecter les réglementations sur la protection des données, sur le chiffrement, sur la sécurité des données, des identités qui peuvent être ressorties dans des rapports et des dashboards. La mise en pratique pour sécuriser les applications dans le cloud. Donc, tout d'abord, pour sécuriser ces applications,
la mise en place d'une authentification forte est primordiale, ou MFA, double facteur ou multifacteur. Donc, c'est vraiment le point à couvrir et à mettre en place, c'est-à-dire permettre à nos utilisateurs, depuis un point central, un point unique, d'avoir accès à toutes leurs applications, mais ce point d'entrée, il doit être hautement sécurisé. Si il y a fait une compromission pour entrer dans ce point central et ensuite on fait du single sign-on vers les applications, bah, l'attaquant, du moment qu'il a passé cette première barrière, derrière, il aurait accès à toutes les applications. Du coup, c'est vraiment primordial de mettre en place un multifacteur ou 2FA. Donc, pour rappel, le multifacteur authentification nécessite deux ou plusieurs facteurs indépendants pour vérifier l'identité d'un utilisateur, c'est-à-dire quelque chose que l'utilisateur connaît, un mot de passe, quelque chose que l'utilisateur possède, un téléphone ou un token, ou quelque chose que l'utilisateur est, c'est-à-dire la biométrie. Donc, tout ça, il faut réussir à combiner deux des trois facteurs pour proposer un MFA fort et puissant. Euh, pour le déploiement, ce qu'il faudrait configurer et sensibiliser, ce sont les utilisateurs ayant accès aux données les plus sensibles. Les comptes à privilèges, il faut commencer par les sécuriser eux pour leur proposer du LAMFA avec un grand niveau et ensuite étendre cet MFA à tous nos utilisateurs pour les inciter, pour leur dire, bah voilà, à partir de maintenant, il faut utiliser la multifacteur authentification si vous voulez pouvoir travailler. Et l'authentification forte choisie par l'entreprise, c'est celle-ci et, et sensibiliser et former les utilisateurs sur ces méthodes d'authentification. Toutes ces méthodes d'authentification sont incluses dans notre offre IDaaS. Donc, la push notification proposée par l'application Evidian Authenticateur, les authentifications FIDO, Passkey, les authentifications par quatre yeux, certificats, en utilisant les applications authenticateurs du marché, c'est-à-dire Evidian Authenticateur, Google Authenticateur, Microsoft ou tout type d'authenticateur du marché peuvent être utilisés. Les OTP mail, le Q-Entry, c'est-à-dire notre application QR code, elle permet d'avoir une identification, authentification de l'utilisateur forte en scannant un QR code. Donc, chacune de ces méthodes qu'on verra pendant la démonstration peut être utilisée simple ou peut être combinée avec les autres pour donner vraiment une authentification multifacteur puissante. Donc, c'est vraiment quelque chose que la solution, elle propose. Donc, c'est à mettre en place, à voir quelles authentifications on souhaite proposer à nos utilisateurs. On peut très bien commencer par une login password et OTP mail, mais au fil du temps ou dans 6 mois, on voit que les utilisateurs ont compris l'importance d'une MFA et on peut leur proposer autre chose parce que on s'est rendu compte que les utilisateurs, ils aiment bien utiliser leur smartphone et on peut proposer une application authenticateur et ainsi on peut proposer aux utilisateurs d'utiliser login password plus TOTP pour une authentification forte. Ce qui est important aussi, donc derrière cette authentification forte, c'est de proposer le single sign-on vers les applications en mode fédération d'identité. Ainsi, on a juste à protéger le point d'entrée unique et le single sign-on derrière. Ce qui est aussi très important, c'est les audits des accès et des utilisateurs, ce que permet de faire notre module Analytics, c'est-à-dire la surveillance continue des actions de l'utilisateur, que ce soit sur les méthodes d'authentification utilisées, sur
sur les applications auxquelles l'utilisateur a accédé pour vérifier la conformité que l'utilisateur avait bien le droit d'accéder à cette application ou tout simplement pour voir les activités suspectes qui pourraient ouvrir des brèches et ainsi des dégâts potentiels aux cyberattaquants. Cela permet aussi d'avoir des analyses des analyses d'audit et de reporting, c'est-à-dire on peut avoir des dashboards, des reporting qu'on s'est créés pour pouvoir envoyer par mail à nos décideurs et dire que telle ou telle application nous semble critique et ça serait bien qu'on propose du single sign-on vers cette application et des méthodes d'authentification plus ou moins fortes pour accéder à telle application. Ça nous permet aussi d'avoir des analyses post-incident, savoir comment l'utilisateur a pu bypasser éventuellement une authentification forte pour accéder à l'application. Et ça nous permet de faire une amélioration continue, hein, parce que la sécurité ne s'arrête pas du jour au lendemain. Ce n'est pas parce qu'on a implémenté du MFA sur notre solution que il faut se dire qu'on est protégé contre tout type d'attaque. Et c'est de l'amélioration continue, aussi bien en termes de l'expérience utilisateur que en termes de sécurité. Et on peut toujours adapter les méthodes d'authentification, les mesures de sécurité qu'on a prises et toujours s'améliorer. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est d'essayer de continuer de s'améliorer, de rajouter des petites mesures de sécurité qui ne vont pas, comment dire, qui ne vont pas empêcher nos utilisateurs de travailler, mais qui vont fluidifier leur travail et qui vont leur permettre d'être encore plus productifs de ce qu'ils sont. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas besoin de perdre du temps à, à resetter leur mot de passe, c'est toujours du temps de gagner pour la productivité de nos utilisateurs. Donc, en conclusion, il faut essayer de prendre toutes ces mesures de bon sens et pour essayer d'augmenter considérablement ou de renforcer les mesures de sécurité pour les applications cloud, du MFA pour tous, partout, pour toutes les applications, mais pas du MFA contraignant. Il faut toujours penser à l'expérience end-user, c'est-à-dire il faut que cet MFA soit adopté, parce que si on met une mesure très contraignante, elle ne sera pas adoptée par nos utilisateurs et on va se retrouver avec des soucis d'adoption. Les utilisateurs n'aiment pas le changement, il faut que le changement soit dans l'air du temps et que ce soit très fluide pour eux. Donc, une approche en combinant une authentification forte, la gestion des utilisateurs, des accès basés sur des rôles, des permissions, s'assurer que seulement le bon utilisateur a les bons droits, les bonnes autorisations pour accéder à l'application. La surveillance continue en utilisant des outils de type Analytics et quelque chose qu'il ne faut pas oublier, et ça c'est en dehors de toute technologie, en dehors de toute chose, c'est la formation et la sensibilisation de nos utilisateurs. Pourquoi c'est important de mettre en place MFA? Pourquoi c'est important de ne pas dévoiler leur adresse mail professionnelle sur n'importe quel site Internet? Pourquoi toutes ces choses-là doivent rentrer dans les esprits collectifs afin de se prémunir et de ne pas divulguer des informations qui nous paraissent pas sensibles à Internet et qui peuvent être ensuite exploitées par des personnes malveillantes. Donc, voilà, nous allons passer à la démonstration. Donc, voici notre solution IDAS. Comme vous pouvez le remarquer, donc, tout d'abord, je vais montrer un petit peu la partie administration et après, on va passer sur la démonstration pour l'end-user. Qu'est-ce que ça peut lui apporter et comment il peut travailler au sein de... Donc, comme vous pouvez le voir, nous proposons un single pane of glass qu'on appelle,
c'est-à-dire à partir d'un seul endroit unique, nous pouvons tout contrôler, tout configurer aussi bien sur l'user management, sur le life cycle de l'utilisateur, que sur l'intégration des nouvelles applications, les différentes méthodes d'authentification ou la customisation de notre solution. Donc, c'est vraiment quelque chose de simple, d'intuitif, où on a essayé d'adopter les codes des solutions à ce service, c'est à savoir le no-code ou le low-code, et ainsi de permettre de configurer les différentes choses très, très facilement. Donc, si on veut juste rapidement pour montrer, quand on veut configurer une nouvelle application, de notre côté, c'est très facilement. On propose des templates et l'utilisateur doit suivre ces templates aussi bien côté applicatif que sur notre solution pour pouvoir intégrer la solution dans l'ITAS. Donc, c'est vraiment quelque chose de très simple, de très intuitif euh, aussi bien sur les méthodes d'authentification. Maintenant, si tout ce que j'ai parlé pendant la présentation de la solution et comment on peut protéger les applications cloud de nos utilisateurs, comme je le disais, Evidian dispose de multitudes de méthodes d'authentification qui peuvent être utilisées simplement en standalone ou être combinées entre plusieurs méthodes d'authentification pour nous assurer d'avoir vraiment cette authentification multifactorielle ou au contraire, ou une méthode strong authentification. Donc, on propose des méthodes passkey, l'application Evidian Authenticateur qui nous permet de recevoir une notification sur notre smartphone, sur notre application. L'utilisateur a juste accepté ou décliné l'authentification et ainsi l'utilisateur est authentifié d'une manière extrêmement forte. Ce que nous proposons aussi, c'est les authentifications par certificat des utilisateurs. Donc, c'est une méthode d'authentification qui est très utilisée dans les Benelux, notamment surtout en Belgique, où, où la population, les utilisateurs, les citoyens disposent d'une carte d'identité qui contient un certificat. Et grâce à ce certificat, nous pouvons proposer une authentification à ces utilisateurs. On peut aussi s'appuyer sur des réseaux sociaux pour faire une authentification, mais dans ce cas-là, ce n'est pas une authentification qui est très sécurisée, mais cela permet d'avoir multitude, notamment on peut s'adosser avec France Connect, on peut déléguer l'authentification à France Connect qui va nous envoyer une preuve d'authentification de l'utilisateur et ainsi on va le laisser accéder à ces services. Quelque chose que notre R&D a développé ces dernières semaines, c'est une authentification dite 4 yeux. C'est-à-dire, si je veux utiliser cette méthode d'authentification, j'ai besoin d'avoir un collègue, un manager qui va pouvoir me donner la deuxième partie du code que je dois renseigner. Donc, j'ai la première partie du code qui m'est propre. Mon manager va recevoir la deuxième partie du code. Et ainsi, on a cette vérification de l'utilisateur quatre yeux pour pouvoir s'authentifier et accéder à des applications qui nécessiteraient ce type d'authentification parce qu'elles sont sensibles, parce que je dois transférer un montant d'argent assez important. On va demander à quelqu'un d'autre d'approuver et de me fournir ce code pour pouvoir faire cette authentification et cette action. Comme je le disais, même si on propose un MFA à nos utilisateurs, donc là, on va utiliser, par exemple, je vais m'authentifier sur mon portail en utilisant le passkey, pour accéder à mon portail de manière unique. Donc, je dois scanner
le code parce que c'est le pass qu'il a sur c'est un iPhone que j'utilise. Donc, une authentification extrêmement forte parce que j'utilise la biométrie de mon téléphone pour pouvoir s'authentifier sur le portail. Donc, sans, de, sans login mot de passe, mais juste en utilisant ce code. J'arrive sur mon portail et là, j'ai mes applications pour pouvoir travailler. Donc, j'ai mon application mail qui est Google Workspace ou j'ai mon application Salesforce qui me permet de faire d'autres choses. Donc, bien évidemment, nous pouvons accéder à notre boîte mail parce que ce n'est pas une application dite sensible de notre côté. Du coup, l'utilisateur, il peut accéder à sa boîte mail donc pour travailler, pour regarder ses mails, parce que voilà, on estime que cette application ne nécessite pas un niveau d'authentification supplémentaire, ce n'est pas sensible, et pourtant, on est passwordless. Par contre, pour accéder à mon application Salesforce, qu'on estime très critique au sein de notre entreprise, bah, l'authentification passkey ne suffit pas dans ce cas-là. Donc, on va demander à l'utilisateur, c'est bien, tu as utilisé une méthode d'authentification très forte, mais dans notre politique de sécurité, tu ne peux pas utiliser que quelque chose que je possède. Il faut utiliser minimum password et la FIDO. Donc, l'utilisateur devra saisir le login password et rescanner le code pour pouvoir s'authentifier. Il peut utiliser une authentification push qu'on a estimé qui était suffisante ou une authentification par certificat. Dans ce cas-là, nous allons utiliser la push notification. Hop. Je reçois un une notification push sur mon smartphone et dans ce cas-là, l'utilisateur est connecté à son environnement Salesforce et il peut travailler et il a accès à toutes ces informations sensibles. Donc voilà, c'était juste une simple démonstration rapide afin de montrer que tous les MFA ne se valent pas, tous les MFA peuvent être combinés dans notre solution et on peut éventuellement granuler le niveau pour accéder à des différentes applications. Tout ça dans le but de protéger ces applications, de protéger l'accès à ces applications sensibles au travers simplement des méthodes d'authentification et surtout au travers des méthodes d'authentification dites passwordless, parce que c'est quelque chose qui est... Et surtout en privilégiant des méthodes d'authentification qu'on peut avoir sur son smartphone, parce que de nos jours, la plupart des personnes possèdent un smartphone et en disposant d'un simple smartphone, on peut proposer plusieurs méthodes d'authentification plus ou moins fortes pour accéder à notre solution. Et je vais redonner la main à Maxime qui va nous parler d'analytics et qui va vous montrer un petit peu les différents dashboards d'analytics pour avoir une petite notion et pour voir ce que Analytics peut nous apporter au travers de la solution IDAS. Maxime, c'est à toi. Merci Edine. Donc, je vais partager mon écran. Donc voilà, donc là nous sommes sur Analytics pour IDAS, Access. Et donc du coup, on a une dizaine de tableaux de bord ici qui sont disponibles par défaut dans la solution. Savoir que en ayant l'option de modification, vous pouvez également créer vous-même votre tableau de bord, soit en combinant des informations des tableaux de bord existants, soit en créant de toutes pièces de nouvelles visualisations, ce que je vais vous montrer un peu plus tard. Donc, si on ouvre certains de ces tableaux de bord, on va voir ici donc, ce que l'on appelle des visualisations. Donc, ces petits encadrés, vous en avez sous différents formats. Donc, pour afficher du texte, un logo et un lien de redirection vers la table des matières ici présente, ainsi que des visualisations sous forme de filtres qui vont vous permettre de
d'affiner vos recherches sur le tableau de bord. Également des formats donc, sous forme de tableau et de graphique. Donc ici, on a un exemple d'un tableau de bord d'audit qui va vous permettre tout simplement de chercher en fait. Donc là, ici, le résultat, est-ce que c'est une authentification réussie ou échouée? Donc là, on a l'information sur l'utilisation d'un mot de passe pour le SSO. Nous avons la date de cette tentative et les mêmes informations, mais sous format graphique. Et donc après, si on veut filtrer, par exemple, sur... alors, là, j'ai été connecté trop longtemps, il faut que je me reconnecte. Petit instant. C'est l'effet live démo, c'est pour ça. Tout à fait, c'est le live. Alors, donc, chose que j'ai oublié de vous montrer également, c'est que vous avez différents espaces de travail. L'espace d'audit va être plutôt pour la visualisation de tableaux de bord qui auront été modifiés par le passé. L'espace IMBase va être plutôt pour de la visualisation de tableaux de bord préexistants. Donc nous ici, on va utiliser cet espace de travail. Et donc, si je retourne dans mon tableau de bord, donc ici, je vais appliquer mon filtre et donc toutes les visualisations vont être adaptées en fonction du choix que j'aurais fait un peu plus haut. Ici, on a toutes les erreurs d'authentification avec l'utilisateur en question. Et nos filtres se retrouvent ici. Donc ici, on peut supprimer le filtre manuellement et le tableau de bord va être réinitialisé euh, comme lors de son lancement. Si je vous montre par exemple un autre tableau de bord, ici on a les accès aux applications avec notamment donc le service, l'application auquel a accédé l'utilisateur avec la date de l'accès et les informations sur l'utilisateur en question. Donc même information sous forme graphique. Et ici, une liste des accès échoués, donc avec l'information sur la méthode d'authentification qui a été utilisée, l'utilisateur en question, et la date et l'heure à laquelle la tentative a été effectuée. À savoir que vous pouvez également exporter donc, les informations des différentes visualisations sous format CSV, donc en brut ou formaté, donc en fichier Excel. Et vous avez également la possibilité de télécharger donc les tableaux de bord en format PNG et PDF. Pardon. Donc ici, une autre tableau de bord pour terminer, donc qui vous présente les différentes méthodes d'authentification qui ont été utilisées les 30 derniers jours. Donc là, vous avez également un filtre par date qui vous permet d'ajuster en fonction de vos besoins. Et donc ici, le nombre d'authentifications échouées et réussies avec ici un camembert qui vous montre le nombre d'authentifications, par exemple la push. On voit qu'il y en a eu 29 ces 30 derniers jours, ce qui représente 41-42% de toutes les méthodes d'authentification utilisées ces 30 derniers jours. Ici, les méthodes d'authentification les plus utilisées et un autre tableau qui vous montre les authentifications réussies et échouées. Et sur le même principe que les autres tableaux de bord, ici vous avez un filtre. Donc si je prends par exemple Edin ici, ça va ajuster toutes les visualisations sur le nom, donc le filtre qui a été effectué ici. Et là on voit donc les authentifications réussies et échouées et deux authentifications échouées pour 24 réussies. Et ici le push a été utilisé majoritairement et une authentification par formulaire classique. Voilà donc pour un petit tour assez rapide de Analytics. Donc ça vous permet de vraiment voir un historique de l'activité de l'utilisateur sur le système. Donc comme le disait Edine un peu plus tôt, que ce soit à la fois pour de la mise en conformité ou juste du monitoring au jour le jour, ça peut être un outil assez utile et qui est vraiment très très puissant. Là on n'a pas vraiment le temps de vous le présenter en détail, mais ça pourrait être éventuellement le sujet d'un autre webinaire. Ouais, Edine, donc Merci. je vais te repasser la main du coup.
Merci Maxime. Ouais, effectivement, c'est difficile de montrer tout ce que le produit il peut faire parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc, c'est. Hop, je vais juste remettre ça. Donc oui, effectivement, si vous voulez qu'on rentre plus dans les détails, que ce soit sur la solution elle-même ou sur l'analytics. Donc voilà, volontairement, je n'ai pas pris beaucoup de temps pour parler de la gestion des utilisateurs, mais c'est un volet qui mérite un webinaire à lui seul ou une démo personnalisée. Donc n'hésitez pas à nous contacter s'il y a des besoins qu'on vous fasse plus de détails sur nos solutions. Donc, bah, un petit slide pour conclure. Les avantages de la solution, c'est ça permet de renforcer la sécurité et d'améliorer la gestion des accès. Et une authentification type passwordless permet une protection contre les attaques liées aux identités. Ça réduit la surface d'attaque parce qu'on a un seul méthode d'authentification forte à protéger. On n'a pas 45 applications avec 45 comptes à devoir gérer et à protéger. Donc, ça réduit la surface d'attaque. On propose une meilleure protection contre les attaques par brute force et ça évite à nos utilisateurs de réutiliser le mot de passe partout, le même. Ça augmente la productivité de nos utilisateurs. Comme Maxime l'a montré dans le rapport, j'utilise la push notification parce que c'est celle qui est la plus simple pour moi à utiliser. Je reçois une notification, je clique sur oui, j'accepte et je peux commencer à travailler. Ça réduit les coûts pour les entreprises d'avoir une solution IDaaS, les frais administratifs, ça réduit aussi la charge du travail et la dépendance pour le helpdesk, parce qu'on sait que la plupart des appels au helpdesk, c'est pour un mot de passe oublié de l'utilisateur. J'ai plus les chiffres en tête, mais ça représente plus de la moitié des calls au helpdesk, c'est pour un mot de passe oublié après le retour des vacances, alors qu'avec une autre méthode d'authentification par push ou par password ou par passkey, bah, on n'a pas à se soucier de mots de passe de l'utilisateur. Et Analytics nous permet d'avoir des tableaux de bord et rapports et de montrer notre conformité vis-à-vis de différentes lois qui nous régissent par rapport où est déployée la solution. N'hésitez pas à scanner le QR code qui vous permet de faire une demande de free trial sur notre solution IDaaS. Vous avez juste votre mail professionnel à remplir. Ensuite, nous prendrons contact avec vous et nous vous fournirons un tenant que vous allez pouvoir tester de bout en bout avec ou sans scénario. Vous allez pouvoir vraiment faire ce que vous voulez avec la plateforme pour la découvrir et pour voir si elle correspond à vos besoins et à vos attentes. Donc, bah, je pense qu'on a fait un tour sur la solution. Euh, c'est l'heure des questions. Normalement, sur le slide, on avait les questions, mais là, il y a un petit souci technique. Bah, on va passer aux questions tout de suite après. Donc maintenant, je vous propose de passer à la session questions. Alors, on a pris un petit peu de retard, je suis désolé, donc on va devoir prendre que deux ou trois questions malheureusement, mais n'hésitez pas à revenir vers nous par la suite si vous en avez davantage, soit par mail, soit par le site internet directement. Alors, donc Edine, première question. Quelles sont les meilleures pratiques pour implémenter l'authentification multifacteur dans une organisation avec une infrastructure cloud complexe? C'est la question qui n'est pas évidente du tout. Alors, moi, ce que nous, on préconise, comme je l'ai un tout petit peu évoqué pendant la présentation, c'est de cibler les comptes à haut privilège qui pourraient causer énormément de dégâts si ces comptes étaient compromis. Donc, commencer par un petit périmètre sur ces comptes vraiment à privilège qui sont très sensibles et qu'il faut mettre protégés. Donc, à partir de là,
on peut étendre la MFA à tous les utilisateurs, soit par organisation, soit par différentes scopes. Mais en tout cas, vraiment commencer par les comptes à haut privilège, étendre la solution petit à petit à tous les utilisateurs, donc pour les amener à utiliser un MFA fort. Donc, ça passe aussi par la sensibilisation, par la communication aux utilisateurs de ce qui va être implémenté. C'est sûr, si on arrive un lundi matin et l'utilisateur se retrouve face à un écran et il ne peut plus se connecter avec son login mot de passe, mais on lui demande d'enrôler un téléphone, d'enrôler un truc, quelque chose, l'acceptance ne sera pas énorme. Donc, vaut mieux commencer à préparer, à sensibiliser les utilisateurs, leur communiquer et ensuite proposer ce MFA à l'issue de cette période de communication. Et ce qui est important, et encore un retour d'expérience qu'on vient d'avoir il n'y a pas longtemps, on peut commencer par une méthode, un MFA, et puis on se rend compte que bah, le OTP SMS ou le OTP mail n'est pas suffisant, ou on veut quelque chose de plus moderne, et puis on peut changer ce second facteur en quelque chose de plus moderne en utilisant le passkey, en utilisant une application authenticateur. Et c'est ce que nos clients ils ont fait, c'est-à-dire ils ont changer la méthode d'authentification forte proposée pour justement s'adapter à l'usage du smartphone de leur utilisateur. Donc voilà pour cette première question. D'accord, merci Edine. Deuxième question, comment gérer efficacement les autorisations d'accès pour les utilisateurs? Alors, pour cette question, nous avons déjà fait un premier webinaire qui parle des autorisations sur les applications cloud. Là, je ne l'ai pas montré, mais notre solution permet de injecter ou de mettre n'importe quel attribut de l'utilisateur, que ce soit dans l'assertion SAML ou que ce soit dans le token OpenID Connect. On peut facilement, en fonction du rôle et de la permission et des autorisations qui sont accordées à l'utilisateur, on peut facilement les rajouter dans le SAML ou dans l'OpenID Connect. Et ainsi, on peut transmettre cette information à l'application. Ensuite, c'est à l'application, en fonction de ces différents attributs de l'utilisateur, bah, de lui donner le bon niveau d'accès à son application. Donc voilà, chez Evidian, euh, pour s'affranchir du provisioning de certaines applications qui ne le permettent pas ou parce qu'il y a des contraintes techniques, nous pouvons mettre en place ce type de gestion des autorisations dans les différents tokens de sécurité qui transmettent entre un fournisseur d'identité et un fournisseur de services qui est dans ce cas-là une application. Voilà. D'accord, merci Edine. Peut-être une dernière question avant de se quitter. Un utilisateur, nos attendees nous demande comment se situe votre solution vis-à-vis de la réglementation à venir NIS 2. Alors, les réglementations NIS 2 ou DORA, donc c'est tout un ensemble de mesures qui doivent être prises en compte afin de sécuriser. Donc, nous, la solution, elle permet d'avoir bah, justement ces méthodes d'authentification dites fortes et d'apporter ces solutions à des applications et aux utilisateurs. Donc vraiment, on va se situer sur les moyens d'authentification qu'on met à disposition de nos utilisateurs et derrière, bah, c'est toute la partie analytics présentée par toi, Maxime, qui peut nous permettre d'être compliant, de voir ce qu'il manquerait pour qu'on soit compliant. Mais clairement, euh, Evidian IDAS, ce n'est pas la solution pour NIS 2, mais ça en fait partie. Et bah, surtout au travers des moyens d'authentification forts qu'on a à nos clients. D'accord, super, Voilà. merci Edine. Bah, écoutez, je pense qu'on est arrivé à la fin de ce webinaire. On a pris un petit peu plus de temps que ce qui était prévu, mais le sujet étant assez dense,
Je pense qu'on ne nous en tiendra pas trop rigueur. J'espère en tout cas que la participation à ce webinaire vous aura été enrichissante et que vous aurez trouvé nos solutions intéressantes. Donc merci encore à toutes et à tous pour votre participation. N'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet vidian.com ou à nous contacter directement pour plus d'informations si vous avez d'autres questions également. Et donc merci encore à toutes et à tous. Merci beaucoup à tout le monde. Donc, je remets une dernière fois le petit QR code pour votre demande de free trial. Et ben, j'espère vous retrouver très vite pour un prochain webinaire. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir.